Honneur, amis téléspectateurs, quel plaisir d'être à nouveau avec vous pour un voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. J'ai ramené pour vous dans mon cabas aujourd'hui des films réédités des années 50. D'abord, Les Légions dangereuses, René Château, Liaison dangereuse avec Gérard Philippe. Pas de numéro de série. La Chartreuse de Parme, Gérard Philippe, René Château, film des années 50, pas de numéro de série. J'ai ramené de la musique de film, Francis Lay, disque compact. Un homme et une femme, Vivre pour vivre, Emmanuel, Love Story, Les uns et les autres, Les Misérables et quelques autres. Numéro de série, Compact 10 Quartet, RAD 2 1 3 4 6. Compact 10 Quartet, RAD 2 1 3 4 6. Francis Lay. Les plus belles musiques de film. Pour rester dans le cinéma, toujours de la musique de film, Best Film Classique. Coffret de 6 CD, 100 musiques de film, classiques, baroque, opéra, les blockbusters, Ennio Morricone, Pavarotti, une des voix, Alban Berg Quartet, Jesse Norman, une autre voix remarquable, Lang Lang au piano. EMI 09 46 3549 2828. Coffret de 6 CD. EMI, EMI 09 46 3549 2828. Best Classics. Musique de film. La bande de Farinelli. Le Castra, Il Castrato. Farinelli, film de Gérard Corbian. Numéro de série Travelling K1005. Derek Lee Ragin, contre-ténor. Farinelli, Il Castrato. Film de Gérard Corbian. Travelling K1005, Derek Lee Ragin, contre-ténor. Je suis également passée en librairie et j'ai ramené Les Mémoires de la Rose de Consuelo de Saint-Exupéry. 55 ans après leur retour de New York, les Malcabines qui conservaient jalousement toute la vie commune de Saint-Exupéry et de son épouse Consuelo livrent enfin leur mystère. Leur long exil avait laissé le champ libre aux légendes, aux mensonges, au reniement. Le manuscrit retrouvé révèle enfin au quotidien l'existence poétique et bohème des enfants terribles que furent Antoine et Consuelo. Préface d'Alain Viocondele, édition Plomb, Mémoire de la Rose, Consuelo de Saint-Exupéry. Édition Plomb. Dans la série Biographie chez Grasset, Françoise, évidemment, de Laure Adler, il s'agit de Françoise Giraud. Et si Françoise Giraud était encore plus grande que sa légende, plus riche, plus complexe, plus intéressante que l'image d'Épinal de la jeune femme talentueuse qui devint la première journaliste de son temps. La trajectoire, on la connaît, mais la femme, on la découvre. On découvre ici que ce tempérament passionné a aussi des zones d'ombre, expérience de la trahison, tentative de suicide, mort d'un fils, et si une phrase de sa mère sur son lit de mort avait déterminé son destin. À travers le portrait d'une femme d'exception, c'est une époque de feu que ressuscite ici Laure Adler, un temps pas si lointain
où l'on savait encore se battre pour des idéaux. Laure Adler, édition Grasset, Françoise. Et comme d'habitude, mon petit trésor. C'est le livre que devrait posséder tout écrivain qui se respecte. Le livre de Marguerite Yourcenar, Lettres à ses amis et quelques autres. Édition établie, présentée et annotée par Michel Sard et Joseph Bramy, avec la collaboration d'Eliane Dezan-Jones. Collection Folio. Marguerite Yourcenar, quelques lettres à ses amis et quelques autres. Cette toute première anthologie des lettres de Marguerite Yourcenar permet de mesurer la force de son engagement au monde et réserve bien des surprises posthumes. Journal intermittent, la correspondance accomplit ici ses trois fonctions essentielles: accompagner la femme hors de l'œuvre, accompagner l'auteur dans son œuvre, faire œuvre. Autoportrait au quotidien ou exercice de connaissance de soi, les lettres à ses amis et quelques autres, compte l'intimité de l'exilé de Mount Desert Island ou de la voyageuse qui fait le tour de la prison, depuis la première lettre enfantine jusqu'au mois qui précède la mort. Courroie de transmission entre la femme de chair et la femme de plume, ces lettres ne décevront pas ceux qui s'intéressent avant tout aux secrets de fabrication, aux coulisses des œuvres. Marguerite Yourcenar, Lettres à ses amis et quelques autres, édition Folio, numéro 2983. Numéro 2983. Mais ma meilleure découverte et la plus précieuse, c'est d'avoir pu amener aujourd'hui en voyage Gary Victor. C'est un plaisir immense que de recevoir Gary et que de lui dire honneur. Honneur Gary. Gary est romancier, essayiste, scénariste, conteur, satire et l'un des romanciers les plus lus. Alors Gary, est-ce que vous allez nous parler un peu de l'auteur, beaucoup de l'écrivain et pas mal de l'homme? Bon, je vais dire respect également. Bon, je parlerai de ce qu'on voudra bien parler, surtout de l'écrivain, de l'œuvre. De toute manière, l'homme se retrouve un petit peu à travers l'œuvre. Oui, il y a toujours une partie biographique, est-ce vrai? Absolument, ça dépend des textes. Il y a certains de mes textes où il y a beaucoup de moi, comme par exemple Le cercle des époux fidèles, comme par exemple Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin. Je crois que, quelle que soit l'œuvre, il y a un peu de l'auteur, de ses souvenirs, de ses joies, de ses souffrances. Pour avoir beaucoup lu Gary Victor, et je vois que mes livres sont un peu vieux, âgés ou manipulés. Je commence avec Le sorcier qui n'aimait pas la neige. Il y a une bonne partie biographique. Oui et non. C'est un recueil que j'ai travaillé pendant que j'étais à Montréal en 1992-93. Et par exemple, la première nouvelle, Le sorcier qui n'aimait pas la neige, c'est une nouvelle qui m'a été inspirée de mon séjour à Montréal. C'était pratiquement un exil. Je découvrais Montréal, je découvrais surtout la neige. Et l'histoire de ce sorcier, de ce Ougan, qui découvre la neige et qui va se construire une bulle en plein hiver, où il reconstruit son verre, il reconstruit son lieu. C'est un peu moi qui à un certain moment je rêvais de mon île dans ce blanc montréalais. Et j'ai rêvé, j'ai créé ce personnage et il était, je pourrais dire, un petit peu moi vraiment. En quatrième de couverture, il est dit que ce recueil hallucinant rayonne du flamboiement mythologique d'Haïti. Et à travers toute l'écriture de Gary Victor, je retrouve un peu la mythologie. Est-ce que c'est un coup d'œil, un clin d'œil, un retour à l'enfance, des contes qu'on vous a racontés autrefois? Il faut dire que j'ai toujours gardé en mémoire ces fabuleux moments où ma mère me racontait constamment des contes. Et quand la nuit on tirait les contes, quand on allait en province, on trouvait des vieilles dames qui venaient vous raconter un tas d'histoires.
Et moi, tout jeune, j'étais toujours fasciné par les histoires, hein, par les contes. J'ai toujours été... Les cric-crac. J'ai toujours été dans l'imaginaire et j'ai toujours été fasciné par les mythologies religieuses, qu'elles soient chrétiennes, bouddhistes, indiennes, vaudou. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus fascinant que les mythologies. Et c'est très bon, très sain d'être en dehors et de pouvoir les examiner. Parce que souvent, ceux qui sont plongés en plein dedans n'ont pas la capacité d'exprimer la chose. D'exprimer la chose et même de comprendre et de voir cette mythologie. Et moi, comme je suis pratiquement, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, je suis très anti-religieux. Et en même temps, j'aime ces mythologies religieuses. Donc ça me permet vraiment de les voir de l'extérieur. Et moi, j'adore tous ces personnages, ces dieux. Pour la mythologie vaudou, ces dieux, ces lois, tous ces esprits en compétition. Le côté fantasmagorique. Le côté fantasmagorique. Et puis surtout les liens qui se nouent entre ces créatures de l'autre monde et nous. Et c'est ce que je trouve fabuleux, c'est comme la mythologie grecque. Ce sont ces liens constants qu'il y a entre les hommes et ces esprits et ces dieux. Et c'est ce que je trouve pour moi vraiment fabuleux, c'est ça, c'est ce lien, cette proximité entre les hommes et les dieux. Et je pense que c'est ce qui m'a porté souvent à travailler sur le thème de la mythologie. Le sorcier qui n'aimait pas la neige est édité chez Sidika. Ce sont des nouvelles. Et là, je continue parce que, toujours dans la mythologie, voilà que le diable fait un arrêt. Le diable est dans un thé à la citronnelle. Gary Victor, roman, le diable dans un thé à la citronnelle. Et là, il est dit ici, avec le concours de Unibank au service de la culture. Ceci m'amène à poser une question à Gary Victor. Comment est-ce qu'on peut obtenir l'assistance d'une institution pour sortir un livre? Bon, il faut premièrement s'adresser à l'institution, il faut s'adresser. Bon, maintenant, ça dépend de l'intérêt que l'institution a pour la culture, la littérature, pour le domaine dans lequel on est. Donc, si l'institution a un certain intérêt pour la culture, pour le domaine dans lequel on professe, eh bien, bon, là, elle peut décider à patronner, à sponsoriser, à donner son concours. Mais est-ce que ça crée des contraintes pour l'auteur? Non, pas du tout. Ça ne touche pas à la liberté de création? Je ne crois pas que ça touche que ça donne à l'auteur des contraintes. De toute manière, si on exige à l'auteur certaines choses, il a toute l'attitude de refuser. Ça m'est arrivé que certaines fois, je m'adresse à une institution et puis elle me dit, écoutez, on aimerait bien ceci, cela. Donc là, souvent, on n'accepte pas, sinon on accepte. Ça dépend des auteurs, ça dépend des exigences qu'on rencontre. Et là, cette histoire, c'est l'histoire de Myrna, fillette, alors qu'elle allait à la rencontre de son rêve. Elle est violée un après-midi sur la barge du lac Azuéi par un groupe d'adolescents mené par Blaise Maldroin. Est-ce que c'est une chose coutumière chez nous, qu'il y ait comme ça des jeunes filles qui se trouvent dans des situations aussi violentes et agressives? Oui, moi je crois que c'est assez courant. On n'en parle pas trop, mais je crois qu'il y a beaucoup de filles, de fillettes qui se sont retrouvées dans cette situation. Et justement, le diable dans un thé à la citronnelle, ça raconte l'histoire de cette petite fille de 12 ans qui s'est faite violer par un grandon et qui attend plus de 50 ans pour se venger. Et l'occasion lui sera donnée par ce porteur de charbon de bois qu'on appelle Pyrrhus, qui va au hasard d'une livraison d'un sac de charbon de bois, qui va découvrir cette jeune fille d'une beauté extraordinaire assise sur un fauteuil à bascule auprès des citronnelles, et il va tomber amoureux de cette femme. Il va le dire à Myrna, et qui va apprendre que cette fille est la progéniture de cet homme qu'elle est et dont elle rêve de se venger. Et c'est un roman que j'ai écrit vraiment pour m'amuser. Il y a vraiment des romans qu'on écrit comme ça pour s'amuser sans trop croire à l'histoire qu'on raconte. J'ai beaucoup aimé les personnages de Myrna, de Pyrrhus. Et je dois dire que c'est mon roman qui a été le plus vendu. C'est le roman qui a le plus
c'est vraiment pour moi. À cause du côté poignant de Oui, je l'histoire. pense, premièrement, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de vengeance. Je pourrais dire que ce sont des thèmes très classiques et les gens se sont retrouvés dans ces personnages et jusqu'à présent, c'est pratiquement mon roman le plus demandé. Et moi, quand je relis Le Diable dans un tel à citronnelle, quand je comprends, c'est vraiment très différent de tout ce que j'ai fait. Et je suis pas mal étonné de ce que j'ai fait dans ce roman par la profondeur des personnages, en particulier du personnage de Myrna. Et je trouve, pour moi, c'est peut-être l'un des personnages les plus poignants que j'ai décrit. La douleur de cette femme, son désir de se venger, même après s'être vengée, elle garde encore la souillure de ce viol au bord du lac Azoï. Pour moi, c'est l'un des personnages que j'aime le plus dans toute ma panoplie de personnages. Et Georges Bellec a fait une représentation théâtrale, une adaptation j'ai travaillé sur une adaptation au théâtre que Georges Bellec a mis en scène. Et l'actrice qui interprétait Myrna était totalement, pour moi, elle était fabuleuse. Hein, donc, dans la peau du personnage. Dans la peau de ce personnage. Et Le Diable dans à la citronnelle a marqué, je pourrais dire, a beaucoup marqué ma carrière. Ça a été par mon contact avec le public. Moi, je suis très fier d'avoir écrit ce roman. Bon, il y a de quoi, parce que moi, je le trouve non seulement très beau, mais toujours d'actualité. C'est un roman que les parents devraient lire, par exemple. Oui, absolument. Oui. Et je reprends le titre, Le Diable dans un thé à la citronnelle de Gary Victor, roman. Et là, on revient vers le personnage le plus populaire de Gary Victor, le personnage quotidien à la radio Albert pendant Buron. longtemps, Monsieur Albert Buron. Alors, et là, quand je vous ai entendu dire que j'ai écrit ce livre, ce roman, pour m'amuser, je sais que c'est une figure de style parce qu'il y a beaucoup de douleur dans ce roman. Cependant, chez Albert et Buron, c'est de la satire, de l'humour noir. Oui, c'est totalement de l'humour noir. Il faut dire qu'Albert Buron a une vie très tumultueuse. Je me rappelle que Albert Buron est né dans une petite nouvelle que j'avais écrite au journal Le Nouveau Monde, qui s'intitulait L'art d'être intellectuel, que d'ailleurs que j'ai repris dans l'un de ses recueils. Et je m'amusais un petit peu avec ces intellectuels qui croient qu'il ne faut pas du tout aimer ce qui est populaire. Donc tout ce qui est populaire est diabolique. Donc alors j'ai écrit L'art d'être intellectuel et j'avais créé le personnage d'Albert Buron. Je me rappelle que c'était Raph Bossi qui avait tellement aimé cette nouvelle. Il m'a dit, Gary, ton personnage est tellement fabuleux qu'il faut continuer avec, qu'il faut l'utiliser. Donc j'ai écrit pas mal de nouvelles d'Albert Buron, d'abord au journal Le Nouvelliste, ensuite au Nouvelliste, au Nouveau Monde avant, au Nouvelliste après. Et ensuite, Radio Métropole, c'est un personnage d'ailleurs tellement populaire dans les colonnes de ce quotidien. Et puis, Richard Widmayer... On l'attendait journellement. Oui, exactement. Oui, et puis, Richard Widmayer m'a dit, mais pourquoi on ne mettrait pas à la radio? On a fait une première tentative en 92, en plein coup d'État. On a dû s'arrêter parce que j'ai dû partir. C'était vraiment invivable pour moi en Haïti à cette époque. Je me suis pratiquement exilé. Et quand je suis revenu en 95-96, on a vraiment lancé Albert Buron en Radio Métropole. Et alors, ça a été vraiment le grand succès pendant près de 5 à 6 ans. Chaque matin, tout le monde était branché pour écouter Albert Buron. Il faut dire qu'on a eu des acteurs fabuleux, en particulier Daniel Mancelin, Ricardo Lefebvre. Et on a eu des épisodes totalement époustouflants. Et ça a été également pour moi des moments extraordinaires avec Daniel Mancelin, Ricardo Lefebvre. Il y a de ces textes incroyables. Il y a cette fameuse lettre de ce blanc qui écrit à son copain Clochard, qui est à Paris et qui lui dit la situation de blanc en Haïti. Mais c'est fabuleux, c'est incroyable. Il y a des histoires extraordinaires dans Albert Buron. Oui, mais comment peut-on chaque jour inventer
une nouvelle. On n'invente pas. Il y a tellement de sujets dans ce pays. Écoutez, on n'a qu'à sortir dans la rue et puis on trouve un tas de sujets. Et nous sommes dans un pays, que j'aime dire, un pays comique, un pays fou, un pays tête en bas. Et on trouve partout Il suffit de regarder autour de soi, vraiment. Normalement, l'autre jour encore, il y avait une réunion évangélique près de chez moi. J'entends quelqu'un qui vient témoigner que il mangeait 7 timounes et puis il témoigne. Et puis tout le monde a dit vive Jésus, gloire à Dieu. La personne, monde l'a dit que le mangeait 7 timounes, le monde a dit gloire à Dieu. Alors qu'on aurait dû l'arrêter immédiatement parce que notre damel. Donc son pays est un bon pays comique. Donc on trouve partout des histoires en Haïti. Des Albert Buron. On trouve des Albert Buron partout et pour écrire des textes pareils, il suffit d'avoir uniquement le sens de l'observation, un peu de recul, parce que souvent on est tellement dedans qu'on ne voit pas. Cela veut dire que la folie est tellement normale chez nous. On est absorbé par le milieu ambiant. Par le milieu ambiant, on ne voit plus. Donc il suffit de faire un petit recul et puis immédiatement on se rend compte, mais alors dis donc, et puis alors là on trouve des tas de sujets, ça ne finit pas. Mais on ne saurait parler d'Albert Buron et ne pas mentionner Sanson Pipirite. Oui, c'est un peu le pendant de Qui est Sanson Pipirite? Sanson Pipirite, c'est un jeune homme, d'ailleurs que j'ai connu. Hein. Ah bon? Ah oui, que j'ai connu. Sanson Pipirite a existé. Il a existé, oui, c'est un jeune homme que je connaissais dans mon quartier à Carrefourfeuille. Et qui était allé brûler le marché Salomon pour une demi-caisse d'Aransor. Et c'est authentique. Hein. C'était un jeune homme qu'on connaissait dans notre quartier. Et moi, il me fascinait. Et il m'a inspiré le personnage de Sanson Pipirite. Tout d'abord, qui se vend au plus offrant. Et qui opportuniste. Un opportuniste utilisé par un tas de politiciens qui aiment les femmes, etc. Mais ce qui va être intéressant avec ce personnage, c'est qu'à un certain moment, je m'inspire d'un personnage réel, mais ce personnage va évoluer avec l'auteur quelque part. Et au départ, Sanson Pipirite est un prolétaire qui ne vit que pour son ventre. Qui ne comprend pas trop la politique, qui se laisse manipuler. Mais au fur et à mesure, il va quand même commencer par se rendre compte qu'Albert Buron le manipule. Oui, il réfléchit. Il va commencer par réfléchir. Et au fur et à mesure, on va avoir maintenant un vrai personnage, comme dans la piste des sortilèges, qui va comprendre ce que c'est que l'amitié, qui va comprendre ce que c'est que l'honnêteté, qui va comprendre ce que c'est que le sens de l'honneur. Et alors là, ça va donner maintenant vraiment cette grande histoire, cette grande aventure où on trouve ce personnage qui part à la recherche d'un ami, qui affronte les dieux vaudous parce qu'il juge qu'un homme juste n'a pas le droit de tomber sous le coup des méchants. Donc il y a toujours une leçon morale et ça aussi on le retient. Et voilà, j'arrive à la réédition de Le sang et la mer. Ouais. Ça, c'est la réédition. Non, c'est l'original. C'est l'autre qui est la réédition. Ah oui? Oui. Parce que j'ai l'autre et j'ai trouvé qu'il était plus vieux que celui-là. Non, pas du tout. Je me suis trompée. Pas du tout. En fait, Le sang et la mer a été tout d'abord édité en France, aux éditions Van Ayer. Oui. Et ensuite, on a eu cette réédition haïtienne et pour que le livre soit plus accessible au lectorat haïtien. Et Le sang et la mer, actuellement, c'est un roman qui marche très très fort, qui fait énormément de succès. Que les personnages de ce roman, et cette jeune fille qui s'appelle Hérodiane et son frère Estével, ce sont vraiment deux personnages fabuleux. C'est l'histoire d'une jeune fille, enfin pratiquement d'une enfant. Elle a à peine 15-16 ans. Elle quitte Port-au-Prince avec son frère un peu plus âgé qu'elle. Leur père et leur mère sont morts, ont disparu. Ils se retrouvent à Port-au-Prince dans un bidonville que j'appelle Paradis, qui est au sommet d'une colline. On appelle ce bidonville Paradis parce que comme c'est au sommet d'une colline, donc il faut cheminer vers le ciel pour y arriver. Et on appelle ce bidonville par dérision Paradis. Et c'est l'histoire de ces deux jeunes, de cette sœur et de ce frère. Qui ont décidé de vivre, de cheminer ensemble. Ils ont des sentiments assez troubles entre eux.
Et en même temps, le frère est homosexuel. La jeune fille adore les livres. Elle a un rêve en tête. Et bon, c'est avec toutes les péripéties, tout ce qui peut arriver à deux jeunes dans une ville que j'appelle une ville carnivore. Là, c'est Port-au-Prince. Une ville où il est difficile à deux jeunes pareils de garder leur pureté. Et parce qu'il faut vivre, on est vraiment dans un lieu qui n'offre pas de possibilités. C'est un roman chargé de poésie, surtout avec ce jeune homme, Estével, le lien qui le lie à la mer, et aussi ce sentiment trouble que cette jeune fille éprouve pour son frère. Et quand elle apprendra que son frère est homosexuel, elle va se donner à un autre homme, le fils d'une riche famille mulâtre. Et c'est là vraiment que l'histoire va... Que le drame commence. Que le drame commence. C'est un roman également qui est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et peut-être que ce roman est un peu plus proche du Diable dans un thé à la citronnelle. Et un peu très différent quand on prend Je sais quand j'irai se promener dans mon jardin ou bien Banal oubli. C'est un roman avec beaucoup de psychologie. Oui, et là, on frise l'angoisse. On frise l'angoisse, oui, exactement. Oui, oui. C'est une angoisse permanente et latente. Et ça m'amène aussi à parler de l'édition, des rapports de l'écrivain avec l'édition. Comment est-ce qu'on trouve un éditeur? Comment est-ce qu'on va travailler avec un éditeur? Comment un écrivain haïtien va-t-il rencontrer un éditeur étranger? Parce que là, vous avez publié à Vendailleurs, ce qui va aussi vous mettre sur un cheminement international et vous allez gagner des prix. Mais je ne vais pas aller trop vite. Hein. On s'arrête à Vendailleurs. C'est une femme qui a cette maison d'édition. Oui, c'est Jutta Hepke. En fait, rencontrer un éditeur, c'est souvent une question de chance. Soit on envoie directement, on choisit un éditeur, on envoie son manuscrit à l'éditeur. Si l'éditeur est intéressé, il contacte l'auteur et puis là débute tout le travail d'édition. Ça peut être aussi le fruit du hasard. Moi, par exemple, ça a été le fruit du hasard. On m'a invité à un salon en Guyane, c'était à Cayenne. Et j'ai rencontré cette éditrice par hasard. Parce que j'aime les enfants, j'ai rencontré une petite fille de 7-8 ans qui jouait. Et puis je lui ai parlé, on s'est amusé ensemble, et puis c'est ainsi que j'ai connu sa mère. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Ah, vous êtes M. Victor, ah, j'ai déjà lu un livre de vous. » Alors elle me parlait justement, elle me parlait des nouvelles interdites qu'elle avait. Elle m'a dit « Ah, vous êtes M. Victor ?» J'ai dit « Oui », et puis on s'est parlé comme ça, et on a sympathisé, et puis elle m'a dit « Écoute, j'aimerais bien que tu me fasses parvenir un texte. » Et à ce moment, je lui ai envoyé la piste des sortilèges. Et puis, elle a totalement adoré. Donc, on a retravaillé le texte. On en a discuté beaucoup. On s'est rencontrés, je me rappelle, c'était en Suisse, à Zurich. Et j'étais allé dans le cadre d'une tournée avec Helvetas, une ONG suisse, qui m'avait invité à rencontrer des clubs littéraires en Suisse. Et puis, elle était venue. Elle se déplaçait spécialement pour venir travailler avec moi la piste des sortilèges. Et c'est comme ça que ça a débuté. En même temps, je crois qu'il faut aussi qu'il y ait une certaine affinité entre l'auteur, surtout entre l'auteur et l'éditeur. Mais il faut dire aussi qu'il y a des éditeurs qui sont tellement énormes, ce n'est plus une question d'affinité, c'est une question uniquement d'argent. Quand on va dans de grandes éditions comme Gallimard, comme Grasset, je ne crois pas que c'est une question d'affinité, c'est un peu très anonyme, c'est une question... Oui, là on m'attend. Oui, c'est une question d'argent, mais il y a beaucoup d'autres maisons d'édition qui sont un petit peu plus petites, qui sont plus dans la qualité, je crois, où c'est une question d'affinité entre l'éditeur... Les petites maisons sont plus intéressantes. Oui, habituellement, oui, parce que c'est plus une question d'affinité entre l'éditeur et l'auteur. Et à ce moment, on est moins anonyme, on travaille directement avec l'éditeur, on est dans une sorte de connivence intellectuelle. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec Vendailleurs, c'est cette connivence intellectuelle que j'ai constamment développée avec cette éditrice. Et ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que cette connivence intellectuelle, cette éditrice-là, avec tous ses auteurs, parce qu'elle choisit ses auteurs, c'est pas... Je pourrais dire, justement, c'est par affinité, c'est par sympathie, c'est pas une question d'argent. Oui. Et là, je pense que ça permet beaucoup à l'auteur également de progresser, d'avoir un autre regard sur ce qu'il fait.
Un regard critique. Surtout un regard critique, oui. Un regard critique. Et là, Le sang et la mer est publié à Vendailleurs. Maintenant, nous arrivons à Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin. Ça, c'est un roman totalement schizophrène. Oh, oui. Un roman totalement Je n'ai pas voulu l'avancer moi-même. Qui raconte l'histoire d'un écrivain devenu fou. Là, on frise la folie. Hein? Non, on est en plein dedans. On est en plein dans la folie. Mais en même temps, également, on est en plein en Haïti avec cette histoire. C'est un écrivain qui viole ses principes, qui se vend au dictateur pour une question d'argent. Parce qu'il a des pressions du côté de sa femme qui lui fait des exigences, et lui, il se vend au dictateur, il oublie la promesse faite à son père, et finalement, il est rongé par les remords. Il est tellement rongé par les remords qu'il sombre dans la folie. Il ne se retrouve plus, il se cherche, et là, on a cette scène fabuleuse où il se croit être dans le jardin d'Éden, et il entend la voix de Dieu qui crie « Où es-tu » et il se cache. Alors, il rejoue la scène d'Adam qui a péché, et que, à ce moment, Dieu cherche Adam et il se cache. Il rejoue constamment cette scène et ça revient comme un leitmotiv dans ce roman. Et c'est l'un des romans qui a été pour moi extrêmement difficile à écrire. Parce qu'écrire un roman où le protagoniste est en pleine folie, il faut se mettre dans la folie de ce personnage. Il faut expérimenter la folie du personnage. Oui, alors là, ma question, comment est-ce que Gary Victor vit avec ces personnages? Est-ce que Gary Victor rentre dans la peau des personnages? Est-ce qu'il est un spectateur? Et comment sa famille immédiate supporte ce personnage est un Gary Victor pendant un moment ou une saison? Bon, il faut absolument entrer, il faut absolument être ces personnages quand on écrit le roman. Au moment de l'écriture, il faut vivre, il faut pas être à l'extérieur des personnages, il faut être à l'intérieur des personnages. Il faut qu'on réfléchisse avec eux, on est eux. Et tout ce qu'ils ressentent, il faut qu'on le ressente également. Soi-même. Mais pendant ce temps de gestation, comment Gary Victor vit sa vie de père de famille, d'époux, d'amis? Bon, vous savez, c'est... Comment ça se passe? Très difficile, hein, c'est certain. Parce que il faut s'extraire de son quotidien. Et il faut vraiment, à ce moment, on est vraiment dans la solitude. Il faut vraiment s'enfermer parce qu'on peut être perturbé par n'importe quoi. Au moment où on est son personnage, au moment où on est en pleine écriture, je refuse d'être perturbé par les agitations extérieures. Alors là, ça devient très difficile souvent de vivre en famille, hein, surtout en couple. Oui, il y a beaucoup d'abnégation. Oui, absolument. Du côté du partenaire. Absolument. Alors là, si on n'a vraiment pas une femme qui vous comprend et qui partage un petit peu votre univers, ou bien au moins, même si elle ne partage pas votre univers, au moins qu'elle comprend le sens de votre travail, elle comprend toute la douleur et tout qu'il faut. Les rêves, les frustrations. Absolument. Alors là, ça peut être vraiment très, très difficile. Oui, hein? Oui, absolument. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais quand un écrivain devient un écrivain très lu, comme c'est le cas pour vous, quand un écrivain connaît ce qu'on appelle ce succès d'estime, comment il le vit? Quelle est la réaction? Comment il le vit? Le succès d'estime est très bien parce que c'est beau d'être estimé parce que les gens aiment ce qu'on fait, on discute tout et tout, et même quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas ce qu'on fait, mais c'est aussi une estime parce qu'il a lu. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Donc autant les gens qui aiment et ceux qui n'aiment pas, les deux, c'est un succès d'estime. L'intérêt est là. L'intérêt est là, même et c'est bien, mais en même temps la contrepartie aussi, et on peut le vivre très mal parce que ce qui est curieux. Et alors, je vais dire quelque chose de très particulier. On est dans un pays où énormément de gens ne peuvent pas comprendre
un succès qui est le fruit du travail. Ça veut dire, et pour eux, tout succès doit venir avec l'argent. Le hasard. Le hasard. Le hasard. Avec le hasard. Il n'y a pas de travail. C'est une bolette. Oui, c'est une bolette. Il n'y a pas de travail. C'est une question de hasard. Et je vais écrire quelque chose de fabuleux. Je me rappelle quand j'ai commencé à publier mes premiers textes, j'avais à peine 20 ans, 22 ans. J'avais déjà un certain succès. Alors, il y avait certaines personnes qui disaient « Ah non, ce sont les livres que son père n'a pas publiés, qu'il publie maintenant avec mon nom. » C'était totalement extraordinaire. Il n'admettait pas qu'un jeune comme moi, je pouvais sortir des livres et déjà assez bien écrits et que les gens pouvaient aimer. Donc, il y a toujours tout ça. Et puis maintenant, ils pensent qu'un écrivain est riche, tout et tout. Alors là, on est constamment agressé pour un tas de gens. Justement, si tu as toute cette estime, c'est que tu es riche. On arrive à ce qu'on appelle le succès commercial. Le succès commercial. Quand on parle de littérature, le succès commercial... Ça ne vient pas, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. On peut avoir un succès d'estime, on peut avoir une reconnaissance internationale et sans ce succès, je pourrais dire, commercial. Non, là, il n'y a pas vraiment négoce quand il est question de livres. Absolument. Et on a dit qu'en Haïti, il y avait beaucoup de lecteurs. En fait, on s'en est rendu compte, à chaque fois qu'il y a une foire du livre, les gens se jettent là-dedans comme sur une drogue. Oui, je dirais qu'il y a beaucoup de lecteurs potentiels. Le problème qu'il y a en Haïti, d'une part, les livres sont trop chers. Oui. Souvent, les gens n'ont pas d'argent pour acheter des livres. Et moi, je suis absolument certain qu'un roman en Haïti, vraiment un roman, ça peut se vendre à 20, 30, 40 000 exemplaires. Moi, je suis absolument certain. Il faudrait avoir une politique du livre, il faudrait que... Des subventions. Il faudrait que un encadrement constant. Il faudrait un travail au niveau de la diffusion, parce que les gens n'ont pas l'habitude d'aller dans les librairies. De toute manière, il n'y a pas beaucoup de librairies. Donc, il faudrait toute une politique du livre. Une relecture des textes aussi. Absolument. Malheureusement, on n'est pas encore dans cela. Eh bien oui, mais ça nous amène à parler d'autre chose. Je sais que vous avez un petit projet dans vos tiroirs. C'est l'atelier. Absolument, parce que je compte bientôt lancer un atelier d'écriture à... Mais qu'est-ce que c'est qu'un atelier d'écriture? Un atelier d'écriture, c'est un lieu d'échange. Pardon, comment est-ce qu'on a accès également à un atelier d'écriture? Premièrement, un atelier d'écriture, c'est un lieu d'échange, tout d'abord, entre un auteur et des potentiels écrivains, ou bien aussi avec des lecteurs qui aimeraient débuter un travail d'écriture. Donc, premièrement, c'est un lieu d'échange où un auteur parle de son travail, partage son expérience avec les participants, et puis en même temps aussi qui explique un peu aux participants comment fonctionne l'écriture, ce que c'est que l'écriture. Parce que souvent, les gens, j'ai fait déjà les ateliers d'écriture, et certaines personnes viennent, ils pensent que c'est une question uniquement de maîtrise de la langue. Alors que dans ce roman, bien sûr, il faut avoir la maîtrise de la langue. Si on n'a pas cette maîtrise, on ne peut pas écrire un roman. Il faut avoir un vocabulaire adéquat. Il faut avoir un vocabulaire adéquat. Syntaxe. Ça, c'est absolument indiscutable. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Mais quand on leur dit, écoutez, maintenant, il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est comment on organise un récit. Il y a des règles dans un récit. Il y a des règles dans la création d'un personnage. Comment mettre un personnage en relation avec un autre. Donc alors là, quand on note vraiment de la technicité du récit, alors ils sont tous totalement ébahis. On leur dit qu'un récit, un moment, c'est comme une équation mathématique. Il y a une dynamique. Il y a une dynamique dans un récit. Et là, d'ailleurs, un atelier d'écriture est fait pour ça, c'est justement de permettre à tous ceux qui sont intéressés à ce travail d'entrer dans toutes ces arcanes, de découvrir toute la complexité, toutes les techniques qu'il y a dans l'écriture. Oui, mais il faut aussi signaler que malgré la rhétorique, on n'est pas pénalisé. Parce que les gens auront peur de venir Non, je crois que participer à un atelier d'écriture. Un atelier d'écriture, c'est quand même un lieu d'échange. C'est ça. Il n'y a pas de pénalité. Il n'y a pas de pénalité. On s'amuse, on crée. Et c'est toujours très convivial, un atelier d'écriture. Et à chaque atelier d'écriture, je découvre non seulement des talents, on se fait des amis. Et c'est vraiment un lieu où on s'éclate et je pense que c'est un lieu d'anti-stress. Je pense que dans un atelier d'écriture, on oublie le stress, on est soi-même
on s'éclate, on se laisse aller, on s'exprime. Et moi, j'encourage vraiment Et on fait un voyage dans l'imaginaire. On fait un voyage dans l'imaginaire et moi, j'encourage tous ceux qui aiment la lecture, tous ceux qui aiment la littérature, si c'est possible pour eux, de venir, de participer aux ateliers d'écriture. Donc là, Gary Victor a un projet d'atelier d'écriture. Oui, j'ai un projet d'atelier d'écriture. Ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas un vœu pieux. On va le lancer bientôt, donc on informera tous ceux qui sont intéressés du lieu et des dates de cet atelier d'écriture. Je suis la première intéressée. D'accord. Et je souhaite ne pas être pénalisée. Alors là, nous allons continuer. On a parlé du succès d'estime de l'auteur. Mais ce succès d'estime prend parfois une ampleur considérable quand on gagne des prix. Et Gary Victor a gagné des prix. Gary Victor a participé à des salons internationaux et Gary a gagné des prix. Parlez-nous un peu de ces prix. Il y a eu le prix de Ouassan en France. Il y a eu premièrement... Et le prix du livre insulaire également. Oui, en fait, premièrement, j'avais reçu la médaille de l'ordre du Chevalier de l'Ordre national du mérite de la République française. Oui, c'était pour mon œuvre en français. C'était la première et c'était... Et ensuite, j'ai reçu le prix du livre insulaire de Ouessant pour À l'angle des rues parallèles. J'ai reçu le prix RFO pour Je sais quand Dieu veut se promener dans mon jardin. Et souvent, ici chez nous, parfois, on sous-estime les prix que reçoivent les écrivains haïtiens. Mais quand j'ai reçu ce prix, vous savez qui était le second? Jean-Marie Leclézir, au prix Nobel de littérature. Le second. Oui. Ça, il faut bien le signaler. Oui, mais souvent... modestement. Oui, modestement, mais souvent quand on entend un écrivain haïtien reçoit un prix, parce que ce n'est pas un prix majeur, ils pensent que c'est un prix... Mais ce n'est pas vrai du tout. Parfois, en deuxième, troisième position, c'est avoir des auteurs de calibre qui sont deuxième. Mais je dis aussi que souvent les médias chez nous sont très modestes quand il s'agit de parler de notre succès à l'extérieur. Exactement. Et je dis souvent, un footballeur français va marquer un but, ça fait la première. Absolument. Chez nous, on n'en parle pas. Pourquoi? Moi, ce qui m'avait totalement... Alors que c'est important, et cette année, il y a une pléiade de prix. Mais on n'en parle pas beaucoup. Ah oui, moi, ce qui m'avait totalement... Et j'étais totalement ébahi quand on me disait que Leclézir, on avait donné à Leclézir une sorte de prix de consolation en deuxième prix. Pour être mauvais augure. Alors que moi, j'avais obtenu le premier prix. Donc, voilà. Et là, oui, mais il nous faut parler de ce livre, À l'angle des rues parallèles, où le petit Jésus s'est promené un petit peu partout, dans les rues de Pétionville la nuit, il était devenu fou. Ouais. C'est un roman... C'est de la fantasmagorie pure. Complète, je l'ai écrit en 2000. Tout à fait surréaliste. Je l'ai écrit en 2000, c'était un moment extrêmement difficile. Dictature lavalassienne c'était totalement... Oui, au point de rendre fou le petit Saint-Pierre. Absolument. Donc là, c'était... ça me rappelle vraiment de très mauvais souvenirs et... L'histoire du petit Saint-Pierre, l'histoire... Moi, jusqu'à présent, chaque fois que je relis, parce que je relis souvent mes textes, et chaque fois que je relis À l'angle des rues parallèles, je suis vraiment... ébahi. Pas ébahi. Essoufflé. Pas essoufflé. Je suis stressé à chaque fois que je relis ce texte. Ça me rappelle ce moment très lugubre. Lugubre, exactement. Lugubre. Il y avait une atmosphère très lugubre et ce roman reprend complètement cette ambiance. Cette folie surtout. Je crois cette folie. Et cette folie haïtienne qui... Cette ville folle. Cette ville folle. Démantelée. Démantelée. J'ai beaucoup travaillé sur cette ambiance. Cette horreur, oui. Et il y a cette scène où quand mon personnage principal arrive au portail Léogane. À cette époque, on appelait le portail Léogane Kosovo. Parce que c'était tellement violent à cette époque. Les gens se faisaient dévaliser, rançonner. Jusqu'à présent, mais à cette époque, c'était encore pire. Parce que les chimères faisaient la loi. Et il y a cette scène où mon personnage est dans sa voiture. Et puis, il y a ce chimère qui paraît et puis qui dit respect pour les citoyens. À cette époque, dès qu'on vous disait respect pour les citoyens, il fallait casquer immédiatement. C'était vraiment, il fallait savoir le code.
Et lui, quand le chimère lui dit respect pour le citoyen, il sort son pistolet, il abat le. Il y a des scènes très très violentes dans ce roman. J'ai reproduit toute la violence de cette époque. Et c'est assez stressant comme roman. Mais pour moi, c'est l'un de mes meilleurs. Oui, mais pour moi, on dit de l'as et de best, mais je ne dirais pas de best quand je parle des livres de Gary Victor parce que chaque livre arrive avec quelque chose de particulier. Ouais, c'est vrai. Et là, j'arrive au 12 janvier. Oui, Soro. Soro. Et là, ce drame n'a plus de nom. Ouais. Cette horreur, on ne peut même pas la décrire vraiment. Tel est le cas de Soro qui n'arrive pas à finir. On a l'impression que tous les chapitres sont inachevés. Oui, c'est vrai. Il y a toujours quelque chose qu'il faudrait qu'il faudrait ajouter dire, ou combler. c'est vrai. Ou alors les personnages roquettent. C'est vrai. Il n'y a plus de souffle pour dire plus. Ouais. On voudrait dire plus, mais comment On ne peut dire pas. plus? Comment? La Et je réalité crois que ça dépasse ferait complètement. un film remarquable. Tout le monde me le dit. Ce n'est pas un compliment, hein, c'est Non, une c'est vrai, constatation. c'est vrai. Ça ferait Mais un comment livre. faire un film avec ça? C'est tellement. Mais c'est fabuleux. Ouais. Il faut retrouver toute l'ambiance du 12 janvier. Et Cette douleur, cette douleur surtout. une douleur traversière. Mais et comment dans un livre pareil, vous pouvez vous permettre de porter l'un de vos personnages à dire « calme-toi ». Ça m'a choqué. Ouais. Quand j'ai lu « calme-toi », j'ai dit « mais qu'est-ce qui lui arrive? Comment est-ce qu'on peut se calmer? On le dit par habitude. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi ». Souvent on le dit, même des situations les plus tragiques, on dit calme-toi, ne pleure pas. Mais on sait très bien que la personne ne peut ne pas pleurer. Elle doit pleurer. Pleurer, c'est une manière pas d'éviter la vague, mais de s'en sortir, de souffler un petit peu. Si on ne pleure pas, on explose, on disparaît. Mais Soro, il y a de la biographie dans Soro. Oui, parce qu'il y a pas mal de scènes que j'ai vécues. Par exemple, cette scène où l'inspecteur Azéman voit tous ces gens qui marchent vers la montagne, qui fuient vers les montagnes en pleine nuit. Et quand il est réveillé, moi j'ai vécu cette scène et moi ça a été pour moi le moment le plus terrifiant de ce mercredi soir, quand on m'a réveillé à 1h du matin pour dire il faut fuir. Je dis mais pourquoi? Et puis ma soeur me dit mais viens voir. On parle de tsunami, il y a des milliers de gens qui marchent vers la montagne. Alors quand je vois tous ces gens, mais moi rationnellement je me dis mais c'est pas possible. 24 heures après, il ne peut plus y avoir de tsunami. Mais quand tu vois tous ces gens en pleine nuit, mus par une sorte de terreur moyenâgeuse, tu te dis, ben écoute, est-ce que c'est toi qui es fou? Il faut que tu fuis également. Donc pendant quelques secondes, tu es courtisé par cette peur. Cette peur a un magnétisme, une force qui t'embrase aussi, tu vois. Et sûrement, il faut vraiment avoir énormément de force pour te dire, non, tu ne peux pas te laisser happer par cette peur. Tu vois, et à Se laisser enclaver. Exactement. Mais ce que moi je peux dire, c'est qu'il y a un dénominateur commun dans tous ces livres-là que nous avons lus. Même si on a ri, même si on se dit c'est de l'imaginaire, mais il y a cette peur constante qui traverse un peuple. Et je crois que vous dénoncez aussi cette misère démentielle. Ouais. Je crois également que vous dénoncez comme une exclusion qui amène à un refus de bonheur. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a cette peur, cette misère. Et cette misère, quelque part, que les gens, comment je pourrais dire ça, ils intègrent trop cette misère. Ils ne s'offusquent pas assez de cette misère. Il y a des peurs qui les empêchent de s'offusquer de cette misère. On accepte trop cette misère. Oui, il y a comme une ironie de la chose. Oui, absolument. Et c'est ça qui m'interpelle surtout. Et je crois que qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'offusquer de cette misère, à vivre cette misère comme une sorte de fatalité, c'est peut-être notre glissement quotidien vers l'imaginaire quelque part. On est trop dans l'imaginaire. Le merveilleux. On est trop dans le merveilleux. Et maintenant, avec l'intrusion des sectes américaines, avec ce protestantisme triomphant,
on est constamment dans Dieu, on vous enferme dans quelque chose d'autre et on a l'impression que c'est toujours pour fuir cette réalité. Et peut-être c'est une sorte de sécurité que se créent peut-être les maîtres de ce monde, mais les maîtres de ce pays. C'est d'enfermer cette majorité de misérables dans cet imaginaire pour qu'ils n'aient pas la capacité de... Dans cette fuite en avant? Exactement, de s'offusquer de cette misère, de cette manipulation Mais il permanente. sort quand même quelque chose de bon parce qu'on a une pléiade de créateurs. Oui, c'est ça. Moi, je le dis souvent que j'ai des relations très conflictuelles avec mon imaginaire. C'est comme un alcoolique qui aime trop sa bouteille. J'adore mon imaginaire en tant que créateur, en tant qu'écrivain. C'est un imaginaire fabuleux, tout et tout. Mais en tant que citoyen, je ne l'aime pas trop parce que je trouve que cet imaginaire nous enferme, cet imaginaire nous détraque, cet imaginaire nous empêche de réfléchir ou de comprendre la réalité. Cet imaginaire nous empêche de réagir. Donc voilà, c'est une relation d'amour-haine que j'ai avec mon imaginaire. Oui, mais quand même, il y a toute cette réaction-là, ici, qui dit que vous refusez le nihilisme. Oui, il faut absolument le refuser. C'est comme dire aux autres, mais secouez-vous. Oui, ne voyez-vous pas ce absolument. qui se passe là? Même chez Albert Bureau, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça quand même, parce qu'Albert Bureau, en dépit de toute sa veulerie, en dépit de tout, il a un regard très aigu aussi. C'est un personnage très, très complexe quelque part, très paradoxal. Donc là, vous êtes quand même un critique, mais un critique acerbe. On ne peut être qu'acerbe si on critique cette société. Oui, mais il y a peut-être aussi beaucoup, c'est une question très personnelle, beaucoup de douleur chez vous à traverser cette société. Ah oui, c'est certain. Parce que cela s'exprime à travers vos textes. C'est certain, il y a beaucoup de douleur. Et d'ailleurs, mon texte qui va sortir est organisé autour d'une grande douleur qui est la mort de mon père. Et je le répète souvent. Mon père est mort Qui fut un grand intellectuel. Il faut le saluer. Hein? Et absolument. Et mon père est mort comment? Il fait une insuffisance cardiaque à 11 h du soir. On essaie de l'emmener dans plusieurs hôpitaux. Il n'y a aucun service d'urgence. Finalement, je l'emmène, il est minuit et quart, je l'emmène à l'hôpital de l'Université d'État. Pas de service d'urgence. Et il meurt dans un couloir. Comme ça, un interne essaie de le réanimer. Et comme je l'écris dans mon texte, ça se déroule à 300 mètres du bureau du chef de l'État. C'est quand même effrayant qu'à 300 mètres du bureau du chef de l'État, vous avez une morgue qui ne fonctionne pas, des femmes qui accouchent à même le trottoir. Et pour les Haïtiens, c'est quelque chose de tout à fait normal. On trouve ça normal. Nous sommes devenus fatalistes. 300 alors. mètres, non mais 300 mètres, et comme je l'ai dit, c'est 300 mètres. 300 mètres. Vous avez une morgue qui ne fonctionne pas, vous avez un service de pédiatre qui ne fonctionne pas. Mais c'est à 300 mètres du bureau de chef de l'État. La distance entre la bouche et le nez. Oui, 300 mètres. Mais on ne sent pas la puanteur. 300 mètres. Ça veut dire quoi ça? Pour moi, c'est, comme je l'ai dit dans mon texte, c'est ma plus grande douleur, c'est 300 mètres. Mais il y a quand même de l'espoir dans vos livres. Même dans Soro, on se dit qu'il y a des gens qui vivent. Parce que cette douleur-là, c'est une douleur qui se propage. Oui, il faut absolument les gens vivent. On sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a de la vie, donc il y a de l'espoir. Bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut garder de l'espoir. Et moi, j'écris, c'est parce que j'ai de l'espoir. Quand je rencontre tous ces jeunes, quand je vois toute leur énergie, leur désir de vivre, leur désir de beauté, leur désir d'apprendre. Moi, j'adore les enfants. Moi, je trouve qu'il y a... Donc, vous adorez la vie? Oui, j'adore la vie, il n'y a pas de doute. Moi, j'adore la oui. vie. Et il y a quelque chose de fabuleux dans tout ça. En même temps, ce qui est totalement effrayant, c'est de voir comment une société est organisée justement pour détruire cette vie. Mais elle est désorganisée, cette société. Elle est totalement désorganisée et on fait en sorte... On est en plein chaos. Toujours en plein chaos, on ne s'en sort pas, on est toujours à l'angle des rues parallèles. Plus on avance, plus on s'enfonce à l'angle des rues parallèles, quelque part. Mais votre prochain texte, il parle de quoi? Est-ce qu'il va verser toujours dans l'humour noir? Non, mon prochain texte, c'est une fiction biographique, c'est-à-dire c'est organisé autour de ma vie d'adolescent, des expériences que j'ai vécues. Et puis en même temps, il y a beaucoup de fiction, il y a beaucoup d'imaginaire,
Un jumelage des deux? C'est un jumelage de fiction et de réalité personnelle. C'est nouveau chez moi et puis ensuite c'est un nouvel éditeur également. Et on peut Donc c'est l'espérer une autre quand? expérience pour la rentrée littéraire en 2012, en septembre prochain, je pense que ça sortira. Est-ce que vous avez un message à faire passer à tous ces jeunes qui vous écoutent? Car j'ai une forte écoute d'étudiants et d'universitaires. Le message à tous ces jeunes, c'est de garder l'espoir. Il ne faut pas qu'ils se laissent entraîner vers la médiocrité, vers la bêtise, vers l'obscurité. Il faut qu'ils essaient de s'ouvrir, qu'il faut s'ouvrir à d'autres. Il faut qu'ils essaient de regarder autre part. Il faut qu'ils essaient de se comparer à d'autres jeunes dans d'autres pays. Il ne faut pas qu'ils se laissent enfermer dans la petitesse haïtienne. Donc je crois qu'il faut absolument lire. Il faut lire et encore lire et toujours lire. C'est le message que je passe toujours parce que c'est uniquement par la lecture qu'on peut se construire. Évoluer. On peut s'évader, on peut se construire, on peut évoluer, surtout évoluer et surtout comprendre. C'est par la lecture qu'on peut comprendre énormément de choses. Et comprendre la vie et aimer la vie. Surtout comprendre la vie et aimer la vie. Je pense que la littérature, quelque part, est une grande célébration de la vie. Gary Victor, merci infiniment. Merci de m'avoir enrichi et d'avoir enrichi mes téléspectateurs. Merci. Nous attendons l'atelier de création. D'accord. Et nous disons bonne route à Gary et respect. Amis téléspectateurs, en vos noms et en mon nom propre, je remercie cette belle âme assise à côté de moi qui nous a vraiment donné beaucoup de son temps généreusement cet après-midi. Et nous attendons les autres livres avec impatience. Respect.